Bonjour tout le monde. Je suis très fière de venir ici à Australie. J'aimerais remercier l'équipe organisatrice pour cet accueil. Et sans plus tarder, donc suite à la communication de ma collègue, je vais exprimer les contraintes de la pratique, donc de la simulation qu'on a eue lors de notre pratique. La prise en charge idéale du malade, elle nécessite un savoir-faire et un savoir-être optimaux. Donc pour cet objectif, les centres de simulation sont les meilleurs. Donc celui de la faculté de médecine à Genève est un grand appui. Donc la simulation est une discipline en constante et rapide évolution, mais qui présente certaines contraintes. D'où notre objectif, c'est d'écrire les contraintes rencontrées par l'équipe d'anesthésie et réanimation chirurgicale lors de la pratique de la simulation. C'est une étude rétrospective monocentrique, descriptive réalisée au centre de simulation de la faculté d'Anama, pour une évaluation de la durée de réalisation des scénarios, des durées de séance, du nombre de formateurs et des apprenants et du matériel disponible. Donc pour les ressources matérielles, je ne vais pas refaire, donc ça a été bien expliqué et bien fait par Dr. Ingemas. En ce qui concerne l'anesthésie et réanimation, je m'accentue sur l'existence de 3 maintenants de hospitalité avec 3 salles, un lit d'hôpital, une table de consultation, la présence de caméras vidéo mais sans audio. Donc ça ne permet pas la retransmission de la vidéo après la réalisation du scénario. Les formateurs de simulation d'anesthésie et réanimation est formé de 4 formateurs permanents et 3 formateurs occasionnels. Les résultats, nous avons effectué de février 2016 jusqu'à février 2018 210 séances de simulation sur 572 apprenants. 12 scénarios ont été appliqués avec une durée moyenne de séance de 3 heures et une durée de conception de scénario 1 à 3 heures par scénario. Les difficultés rencontrées, on a premièrement les difficultés au sein de la séance, c'est le degré de réalisme, qui manque donc nos pratiques, l'absence d'environnement spécial, surtout un bloc opératoire ou une chambre de réanimation, et l'absence de transmission de vidéo. Ceci nous amène au point suivant. Les apprenants adultes doivent comprendre pourquoi ils apprennent, de résoudre les problèmes, de connaître les expériences précédentes et être activement appliqués. Pour cela, on doit les emmener à la zone d'apprentissage. D'après OCUDA, nous considérons qu'ils considèrent que l'efficacité du simulateur comme outil d'enseignement ne dépend pas seulement de son aptitude à reproduire fidèlement la physiologie humaine et les réponses physiologiques, mais dépend aussi des environnements spécialement conçus et de l'expertise des enseignants à créer une simulation complète et donc déclencher ces émotions. En déclenchant ces émotions, ils permettent aux apprenants de mieux apprendre. La deuxième difficulté rencontrée, c'est lors du débriefing. C'est la difficulté de l'application des recommandations des experts internationaux dans notre pays. La simulation, le rôle de la simulation, c'est mettre en pratique nos connaissances théoriques. C'est préparer en quelque sorte le médecin pour la pratique. En général, dans notre pays, on manque certains matériaux, on manque certains médicaments. On donne aux apprenants d'appliquer la théorie, mais en pratique, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Faut-il pas mettre des recommandations, des nouvelles recommandations spécifiques à notre pays, spécifiques à notre environnement? Deuxième chose, c'est l'absence de retransmission de vidéos. Ça m'est difficile de débriefing, parce que l'apprenant, au sein de l'action, il ne remémorise pas ce qu'il a fait, mais par la retransmission de vidéos, là, il peut apprendre encore plus. L'absence de cet élément peut rendre difficile le débriefing, mais il est faisable toujours. La deuxième contrainte, c'est la contrainte de l'organisation. La question qu'on se pose, le nombre de séances pour une formation donnée, c'est-à-dire pour un apprenant.
surtout lors des scénarios, c'est-à-dire le rôle de formateur, le rôle de facilitateur, le rôle de facilitateur au sein de la séance et le rôle de facilitateur qui permet donc d'activer l'informatique. Donc on retrouve une disproportion entre le nombre d'apprenants et le nombre de formateurs, ce qui implique que le nombre important de séances pour la simulation ne peut être fait surtout pour une simulation qui est déjà chronophage, ce qui rend une difficulté très importante de l'organisation de différents types de simulations. Est-ce que toutes ces contraintes concernent seulement notre pays? Eh bien non. D'après une étude faite par Morgan, une étude multicentrique qui concerne tout le monde, retrouve que le manque de temps, le manque humain, de ressources humaines, se voit entre 16 et 18%. Donc la simulation en elle-même, où le problème et ses contraintes se voient dans tous les pays. Mais la chose la plus importante, qu'en travaillant en groupe, on peut avoir plusieurs choses. On peut acquérir plusieurs choses. Et en conclusion, quelles que soient les contraintes, c'est une méthode pédagogique intéressante et promoteuse. Le succès du fonctionnement d'un centre de simulation dépend de plusieurs nombres de facteurs, avec un investissement de matériel et humain en continu. Et j'aimerais vous montrer cette photo où les enfants commencent déjà à faire la simulation. Pourquoi nous, on s'arrête? Il faut continuer. Merci. Il y en avait de tout matériel qui coûtait des biens, il nous manquait un petit, j'allais dire, un petit stand ou un truc vraiment basique. Et je revois ma collègue de Annaba qui avait un centre vraiment très performant, mais quand même, elle ne fait pas le débriefing parce qu'il y avait une histoire de vidéo qui ne se faisait pas. Je dirais, ça serait vraiment rien du tout. Donc si on va vers j'allais dire, c'est ça? Non, justement, on fait le débriefing. Oui. Mais il sera mieux fait. Il sera mieux fait, encore meilleur. Avec la transmission. Oui, c'est ce que... Non, avec La transmission. Cette absence de transmission et dérisoire devant ce que vous faites comme... Dérisoirement, on peut avoir le mieux pour le malade, pour l'apprenant, pour qu'il apprenne mieux, pour qu'il voit par exemple ses défauts, qu'il voit ses points négatifs et les améliore. C'est ce que je voulais... C'est ça le rôle de la simulation. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, avec tous les efforts consentis pour pouvoir avoir une bonne évaluation de cette transmission, de ce travail de simulation, cette transmission devrait y être, et on doit tous être, j'allais dire, unis pour que nos centres qui se comptent sur le doigt d'une main doivent être très performants, parce que c'est un travail et c'est un sacrifice énorme de la part des formateurs, des administrateurs, pour que notre fruit donné parce qu'on parle toujours de l'université, de l'enseignement supérieur, mais il faut qu'on soit aidé par le ministère de la Santé. Il faut qu'il intervienne parce qu'on va lui donner un fruit qu'il va acquérir, mais qu'il n'intervient pas dans ses centres. Moi, je verrai ces centres vraiment très performants grâce à l'application de ce ministère de la Santé. Voilà, c'est tellement que je voulais dire. Les États-Unis établissent des recommandations, l'Europe établit d'autres recommandations. Pourquoi nous, nos sociétés savantes, n'établissent pas des recommandations en fonction de nos moyens? C'est juste ça, c'est nos moyens. Et nous, on essaie par exemple par le débriefing pour nos résidents. Par exemple, ils nous manquent ça, on leur remplace pour autre chose. Par exemple, on leur dit, voilà, dans la théorie, on fait ça, logiquement, théoriquement, on fait ça. Mais comme nous, on n'a pas ça et ça, donc, on passe au plan B. Et ça, c'est au plan local. Et nous, on peut généraliser ça. Vous avez raison, vous avez dit ce qu'il faut dire, c'est que effectivement nos sociétés savantes ne s'impliquent pas, absolument ne s'impliquent pas, et puis on attend ce qu'on a fait que les gens travaillent pour nous, et on essaie de l'appliquer alors que nous n'avons pas les moyens. C'est comme, il y a la médecine chinoise, il y a la médecine hindoue.
vous savez que c'est une médecine chinoise. La médecine hindoue, c'est complètement d'autres recommandations, et ça a donné ses fruits. Là, je suis entièrement d'accord. Là, je crois que c'est un appel à nos sociétés savantes. Et puis là, il y a les collègues du ministère de la Santé, les représentants du ministère de la Santé, qui sont là, mes deux amis là. Je crois que vous avez entendu parler de notre aîné, c'est Mounir, qui vous dit qu'il faut que la santé s'implique un petit peu. Alors, bonjour mes amis, il est content. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je vous rassure que le ministère de la Santé, moi personnellement et mon collègue, nous sommes très sensibles à tout ce qui touche à la formation médicale. J'ai envie de dire que ces centres de simulation, j'ai bien envie de dire qu'il faudrait les généraliser. Par rapport à toutes les facultés de médecine. Nous n'avons pas épargné ni énergie ni budget pour vous assister à développer ce genre de centre. Mais en fin de compte, je ne sais pas en quoi, si ce n'est que sur le plan financier, et ce que nous faisons généralement tous les jours. On essaie de toucher le ministère de la Santé pour réhabiliter nos structures, développer nos structures. Et puis, vous êtes au courant, professeur Bladel, on attend le dégel, j'espère qu'on l'aura, pour avoir une certaine période pour réhabiliter l'hôpital de Mostaganem, pour accueillir nos étudiants dans des conditions un peu plus favorables. Je vous remercie sur ce. J'ai envie de répondre à une consoeur qui a parlé de la formation paramédicale. Pour lui dire que nous n'avons pas d'école de formation paramédicale à Mostaganem. Nous avons un institut national supérieur de formation paramédicale et qui est à cheval entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Donc je ne vois pas d'inconvénient qu'il contracte avec l'université une convention pour la formation des paramédicaux. Et je vous remercie. Bonjour, docteur Léchon, monsieur inspecteur. L'intérêt de la simulation dans le domaine de la santé, l'efficacité de cette méthode, elle est incontestable. Elle a été prouvée dans plusieurs pays. Je pense que c'est des dites, comme présentation, je pense qu'elle est assez dite. Et les exemples sont des exemples sur la formation initiale. Et les perspectives sont énormes, les perspectives, c'est-à-dire que dans la formation de paramédicaux, dans la formation des médecins qui sont dans le terrain, qui sont déjà formés, les perspectives ici, elles sont importantes. Parce qu'il y a dans notre politique de santé une recherche de qualité de vie. Et aussi pour éviter des erreurs médicales. Donc la notion de premier patient, c'est une notion importante. Et je pense que les résultats que vous avez présentés sont appréciables. Et je pense que il y a aussi une question que je me pose, la formation des formateurs. C'est-à-dire que c'est une question importante dans ce domaine, dans le domaine de la simulation, la formation des formateurs. Parce que j'ai constaté qu'il y avait une complexité dans la simulation de possibilités et dans la standardisation des patients. Donc c'est un domaine qui est au stade de la recherche, c'est un domaine qui ne s'arrête pas de progresser. Et merci.